Et salut à tous les amis. Tu peux te faire plaisir. En plus, je pense que plus personne n'a cette ref. Et salut à tous, bienvenue Sid Et bienvenue Roy. pour ces vidéos de fin d'année, ou plutôt de début d'année, puisqu'on les sort en janvier, mais on va revenir sur 2024, on va parler de 2025. On a 4 grosses vidéos qui sont prévues, donc là, vous avez cliqué, vous avez vu le titre, c'est les tops de l'année 2024. Suivront très rapidement les flops de l'année 2024, puis on reprendra notre concept. On avait classé, sans avoir vu, une quarantaine de films de 2024. On va les reclasser maintenant qu'on a vu ces films et on va comparer nos deux classements entre nos attentes, ce qu'on pensait qu'elle allait être bien et ce qui est vraiment bien ou pas. Et on fera la même chose bien sûr pour 2025. Donc voilà, tout plein de choses qui vont arriver en ce mois de janvier et février sur la chaîne CD Roy. Je profite de ce début d'année pour vous souhaiter une excellente année. Tu te joins à moi, je n'en doute pas. Non. Et puis je vous remercie parce que c'était une plutôt belle année sur CD Roy. Les vidéos qu'on a sorties ont été plutôt bien reçues. On a eu pas mal de soutien, de messages, de gens qui sont venus nous parler pour nous dire que les vidéos étaient pas mal, etc. Donc voilà, on est motivés, on va continuer. Et puis on parlera un petit peu de ce qui va se passer en 2025 dans la vidéo 2025. Ouais. Pour l'heure, il est temps D'attaquer. de dire, avec la plus grande objectivité du monde, quel est le meilleur film de 2024 ? La réponse est dans cette vidéo, pas ailleurs. La vérité est là. Elle est là. Elle n'est pas là, elle est là. Ça c'est vrai. Mais Généralement. pour commencer, enfin qui va commencer ? On appelle le régisseur. Tu prends pile ou tu prends face ? Je prends face. Il prend face, je suis donc pile. Et donc, s'il te plaît William. Boulet pile. Voilà, la vérité n'est pas là, elle est là. Et j'ai gagné. Face. Donc, Oui. tu commences. Je commence. On va faire un top 7 chacun. 10 c'est trop, 5 c'est pas assez. Voilà, tout top simplement. 7. Avec quelques petites mentions honorables, donc on parlera rapidement. Mais pour l'heure, quel est ton top 7 en fait ? Et je l'ai oublié. Alors que je viens de les noter. Non. Alors, mon top 7 de cette année 2024. Sachant qu'on s'est pas du tout dit les listes, donc c'est vraiment la découverte. Ouais. Et là, je suis curieux. Donc, le top 7, numéro 7, sera Wicked. Ok. Film tiré de la comédie musicale Pas mal. basé sur le Magicien d'Oz, qui est une préquelle au Magicien d'Oz sorti dans les années 30, le film. Eh ben, j'ai vraiment adoré. Moi qui suis, on va dire, peu comédie musicale, j'en mate pas des masses, j'en regarde quelques-unes quand c'est vraiment des gros films, style La La Land ou autre. Là, celui-là m'intéressait parce que bah voilà, c'est tiré du Magicien d'Oz. La comédie musicale à Broadway fait un carton. Elle est là qu'un moment. Ouais, depuis elle a été créée, je crois que c'est début 2010, mais pas sûr. Bon, le film fait 2h40, mais on les sent pas passer. La magie est là, dans le sens l'univers du Magicien d'Oz, l'alchimie entre les deux personnages principaux. Et le ton du film, j'ai adoré. La réalisation était vraiment bien. Les musiques sont cool. Non, on l'a vu en français. Les musiques, elles étaient traduites. Ouais. C'était peut-être le seul petit défaut qu'ils aient fait dans la version française, c'est que je pensais qu'ils allaient laisser les chansons en anglais. Avec des sous-titres, et Ouais. on fait le choix de Les traduire. les traduire. Bon, c'est un choix. C'est un choix, c'est peut-être dommage, j'aurais plus préféré en anglais. Ça t'empêche pas d'écouter les musiques en anglais Non. qui sont effectivement un peu mieux rythmées. Mais voilà, c'est peut-être mon seul défaut que j'ai à dire. Sinon, le reste, ça joue très bien. On a Ariana Grande qui fait ses premiers pas dans le monde du cinéma, qui s'en sort plutôt bien. Son rôle de la petite princesse, fille à papa, cette première partie-là du film, elle joue super bien. Tout le reste du film, pareil, elle arrive à faire ressentir aux gens ce qu'il faut. Et vraiment, je sors de là, vraiment, le film est vraiment bien. Et voilà, j'ai pas plus d'autres choses à dire. Parce que, On commence un top 7 par j'ai adoré le film, mais qu'est-ce qui... voilà, c'est ça va être incroyable. Donc voilà, mon top 7. Mon top 7 à moi est un film qui nous vient de nos amis du Québec, Les Chambres Rouges, un film qui est sorti en tout début d'année 2024 et dont j'avais beaucoup entendu parler, que j'ai vu cet été et qui en fait effectivement est très bien. Alors bon, c'est un film qui vous avez peut-être pas trop entendu parler vous. En France, il n'a pas fait grand bruit. C'est un film qui suit rapidement l'histoire de deux fans de quelqu'un qui est accusé de tueur en série. Donc vous voyez un petit peu ce comportement qui est très américain, on va dire. Et c'est un peu un film de procès, un peu un film d'enquête.
l'une des deux va se rendre compte que peut-être ce mec-là n'est peut-être pas innocent et peut-être vraiment un tueur en série. J'ai trouvé ce film passionnant parce que on voit la déréalisation d'un personnage et toute son enquête qu'elle va mener. Alors, c'est un film que je conseille tout particulièrement à mon frère, s'il regarde cette vidéo. Parce que je pense que ça va m'intéresser. De la domotique partout chez elle, une manière de travailler. Enfin vraiment, j'ai revu, je me suis pas identifié, mais j'ai reconnu ce genre d'archétype de personnage. Je veux pas spoiler ce film parce que le but du jeu, c'est pas de vous dire il se passe ça donc c'est trop bien, c'est de vraiment vous conseiller ce film sur comment certaines personnes à leur échelle peuvent faire les bons choix, les bonnes actions pour le bien de tous. Tout un volet sur les dangers de l'internet, sur le deep web, tout un volet sur le hacking, sur les nouvelles technologies, tout un volet sur la communication, sur les réseaux sociaux. Ce film a plein de thématiques, il est dense et vraiment il est prenant. Il s'installe une espèce d'ambiance tout au long de ce film qui m'a pris et ne m'a jamais lâché. Voilà, je veux pas trop en raconter. C'était vraiment bien. Alors c'est un film en québécois, c'était un film en français canadien quoi. Donc l'accent est ce qu'il est. Ça peut dérouter, mais en fait c'est mon top 7 de cette année. C'était vraiment bien. Est-ce que le fait que le film soit en canadien, en québécois de base, c'est moins dérangeant qu'un film doublé en québécois? Oui. Oui, Ok. parce que là, c'est pas tu sais, les versions françaises québécoises, c'est vraiment du bon français, mais avec Avec les accents. là, vraiment, là, ils ont l'accent et ça parle comme ça et c'est très, très choquant. Tu t'as demandé. Donc, Ok. les 5 premières minutes, t'es un petit peu en mode wow, on n'a pas l'habitude. Et puis après, en fait, tu t'y fais. Et Ouais. les personnages, ils parlent comme ça. Même des fois, quand ils t'envoient des insultes et tout, tu comprends pas parce que ça parle des crises, des c'est pas quoi, machin et tout. Ouais, c'est leur jargon. Mais non, voilà, c'était vraiment. Ok. Numéro 6. Numéro 6, évidemment. Vampire humaniste, recherche humain suicidaire consentant. Un film qui a un nom beaucoup trop long, mais qui dit en fait tout ce dont le film parle. Un film qui nous vient du Québec. Tiens donc. Ouais, écoutez, ça va être un top assez international, mais 2 films du Québec pour commencer. Alors, le film précédent me faisait penser à mon frère, ce film-là me fait énormément penser à ma sœur et à ma mère. C'est un film qui m'a vraiment touché parce que les thématiques qu'il aborde sont encore une fois, je trouve excellentes. C'est un film encore une fois qui n'a pas un multi exceptionnel. Le principe, c'est une fille dans une famille de vampires. Ils doivent tuer pour se nourrir. Ouais. Elle ne veut pas tuer. Donc, comment est-ce qu'elle obtient son sang pour survivre sans tuer des humains? Et j'ai été touché par ce film, il y a une beauté. Tout le film, évidemment, est une métaphore. Évidemment, ça parle de vampires, mais ça ne parle pas de vampires. Qu'est-ce qui se cache derrière le vampire? C'est qu'est-ce que tes parents projettent sur toi? Quelle est ta vision de la vie? Ton mal-être pas vis-à-vis d'une société dans laquelle tu ne te sens pas adapté? Tes doutes sur ton futur? C'est est-ce qu'on est obligé de faire le mal parce que la société nous le dit? Est-ce qu'on est déterminé à la naissance d'être comme ça? Est-ce que la détresse de l'homme peut... Enfin, il y a tellement de thématiques, c'est tellement profond. Alors, c'est pas le meilleur film de l'année, parce qu'il y en a encore d'autres derrière, mais je trouve que ce film touche quelque chose. C'est pas long en plus, Les 2 films que je viens de vous parler là, les 2 font 1h40, je crois, les 2, juste ce qu'il faut. Vraiment, j'ai été happé par le film, et encore une fois, moi je vous dis, j'ai retrouvé des thématiques qui me concernent dans ma vie personnelle. Peut-être que ce film vous touchera moins que moi, il m'a touché, mais en tout cas, Vampire humaniste, c'est mon top 6, un petit film sans prétention, et on ressort de là, ou émotionnellement brisé comme c'est mon cas, ou en tout cas en ayant passé, je trouve, un très très bon moment. Donc voici. C'est des films trop profonds pour moi, ça. C'est mort. Mais C'est mort. je pense que vraiment, au niveau des tops, on n'aura pas grand film en commun. Comme l'an dernier, au final. Écoute, je t'en ai parlé, si ça t'a donné envie, ou si ça vous donne envie, moi je vous C'est le le but de cette conseille. vidéo. Mais maintenant, la question, c'est quel est ton top 6? Mon top 6 sera L'amour ouf, film français de cette année. Ok. On suit l'épopée d'un garçon et une fille, on va dire des ados qui vivent dans le Nord-Pas-de-Calais, qui vont se rencontrer, qui vont, comme le titre du film dit, se lier en amour. Et donc, qui vont avoir derrière des routes de vie quand même assez opposées. Et tout le film va se porter là-dessus. Vraiment, je suis sorti de là, j'ai adoré le film. Le film est vraiment très bien. Moi qui aime pas trop, pareil, les films français, dans certaines thématiques, genre des drames, ou tout ce qui va être drame, ou des problèmes sociaux français, des problèmes de famille, genre c'est trop chiant. Ou des comédies françaises qu'on adore faire récemment, depuis pas mal d'années, mais qui sont pas bien. Cocorico. On ne peut pas citer certains acteurs comme du Danny Boone, du Clavier, ou ce genre de trucs. Mais là, vraiment, le film, il a sa patte. Il a une patte très US, je trouve.
dans sa réalisation, dans sa manière d'être. C'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup aimé. Pareil, il est assez long, 2 heures et quelques. Ouais, il fait plus de 2 heures. Mais on suit, l'histoire est prenante, l'histoire est captivante. On a une première partie lorsque les acteurs sont enfants, puis une deuxième partie lorsque les acteurs sont adultes. Les 2 parties sont très bien gérées, très bien maîtrisées. Il n'y a pas de déséquilibre entre les deux. La plupart du temps, quand il y a des enfants qui sont les acteurs principaux de films, ça peut être à risque et compliqué. Mais dans celui-là, la chimie entre les deux, elle est vraiment bien. On a vraiment l'impression de voir un film qui traite de ce genre de sujet, mais adulte. Mais voilà, une alchimie entre 2 acteurs adultes, on l'a retrouvé avec 2 acteurs enfants. Et voilà, le film derrière déroule. Et vraiment, on sort de là conquis. Tu l'avais vu, Grand Bain, le film précédent de Lelouch? Le Grand Bain, c'est avec ceux qui veulent faire de la natation? Ouais. Non, je l'ai pas vu, sûr. Parce que justement, je pense que celui-là te plaira moins. Du même réal, mais c'est plus des quarantenaires en pleine crise d'identité, Ouais. etc. Et là, je pense que c'est plus ce qui va te saouler dans un film français. Du coup, non, vraiment conquis par le film. Et, après, il fait partie des gros cartons de l'année français. Ouais, c'est plutôt bien. Hein. Proche des 5 millions d'entrées, je crois. Donc c'est bien pour le cinéma français d'avoir ce genre de film, des films ambitieux et qui marchent, pas comme certains films qu'on a pu avoir l'an dernier, qu'on ne citera plus. Mais voilà. Alors, j'ai même pas la ref. Ah, elle reviendra, t'inquiète, plus tard. Donc mon top 6, qui est L'amour ouf. L'amour ouf. Donc j'enchaîne avec le 5e, qui va être Fall Guy. Ah, ok. Film d'action, on peut dire buddy movie, Ouais, comédie action. comédie-action. On suit l'histoire d'un cascadeur aux États-Unis qui un cascadeur qui cascade, j'allais dire, mais voilà, on va oublier cette phrase. Donc, un cascadeur qui va avoir un grave accident, puis qui va revenir sur le marché, et lié avec ça une histoire d'amour, plus un méchant, parce qu'il y a forcément un méchant dans des films d'action. Tout ça mélangé donne une alchimie incroyable. Le film a un ton quand même assez humoristique. Ça lésine pas avec les moyens en termes d'action, parce que ça reste quand même un hommage à des cascadeurs. Donc du coup, on retrouve tous ces aspects-là et on le sent à travers les scènes qu'ils essayent de monter le métier de cascadeur, de le mettre en avant. C'est vraiment quelque chose de bien, surtout pour le cinéma actuel. Est-ce que ceci n'est pas une réussite grâce à un certain acteur masculin que tu adores? Ouais. Il est génial dans ce film. Le méchant? Jasmine. Non, le méchant. C'est le méchant. Mais oui, mais il est bien quand il fait ce genre de film, pas quand il fait des films de merde comme Drive. C'est tout. Drive et First Man, tes 2 films. Non, mais voilà. Genre, quand il fait des films comme ça te passe pas. Mais quand il va faire des films d'action, des films où, là, Il est bon en tout, il est bon. et il est très bon. Là, dans ce genre-là, il est très bon acteur. Dans le film, il est génial. C'est pas pour rien que Fall Guy, il est dans le top. Pareil, ça a été un gros succès de l'année. Le film, il marche, voilà. Que demande-le que... Voilà, on veut des films comme ça. On va le voir, ça dure 2 heures ou peut-être légèrement plus. On se régale pendant 2 heures. C'est de la comédie, il y a de la blague à gogo qui marche, des blagues bien écrites. C'est incroyable. Derrière de la très bonne action, des scènes d'amour, de romance très bien dosées, qui sont alliées au comique, du coup ça marche. Et d'ailleurs, ce film a le record du nombre de tonneaux dans le film. Quand ils disent qu'ils vont faire le record Ouais. de tonneaux, ils font vraiment le Ok, record de d'accord. tonneaux. Bah, Donc c'est vraiment on voit. C'est vraiment méta. C'est vraiment méta. Ça reste, c'est un film léger qui n'a pas forcément derrière une profondeur de thématique et de réflexion. Ça peut rester léger, mais on se régale. Et c'est un blockbuster comme on a envie de voir au moins 1 à 2 fois par an, où on va au cinéma, on en prend plein la gueule et on se régale. Voilà, tout simplement. J'acquiesce. Alors, mon top 5 à moi, on va continuer sur cette lancée de films qui m'ont brisé émotionnellement. All of Us Strangers, traduit en français par Très bonne traduction. Sans jamais nous connaître, parle d'une personne qui habite à Londres dans un immeuble entièrement vide et il retourne dans la maison de ses parents un week-end et il voit en fait le fantôme de ses parents décédés et il a donc grandi. Et il peut dire à ses parents ou entendre de ses parents ce qu'il n'a jamais pu leur dire ou n'a jamais pu entendre. Il est homosexuel. Et en fait, c'est juste le décalage entre le moment où il était enfant homosexuel et donc un peu awkward socialement, avec des parents où à l'époque, dans les années 90, c'était pas encore tout à fait ça. Et maintenant, l'homosexualité, qu'on va dire, est quand même plus répandue, un peu plus... voilà. Et donc, tous ces non-dits qui ont pu avoir lieu dans une famille, avec tout un pan du film dont je ne vous parle pas pour ne pas vous spoiler, c'est le film qui m'a le plus eu émotionnellement, j'ai chialé. Je repense encore à 3 scènes en particulier, et rien que d'en parler, là, j'ai les poils qui se dressent. C'est vraiment très puissant.
Encore une fois, parce que ce sont des thématiques qui me parlent, la réalisation est incroyable. Dans ce film, il y a un jeu de lumière, il y a un jeu de couleurs, il y a un jeu sur des reflets, les ombres, et puis il y a des discussions, il y a tout simplement des discussions et de la mélancolie, de la tristesse dans les acteurs qui n'ont pas besoin de surjouer, vraiment juste des regards d'une tristesse, un peu comme le regard de Jim Carrey dans Eternal Sunshine of Spotless Mind, où vraiment juste dans ses yeux, tu vois la dépression d'un mec. All of Us Strangers, c'était vraiment, vraiment le haut du panier. Alors, il n'est pas plus haut dans mon top parce que, voilà, c'était quand même un film, c'est un film dur, c'est un film très très dur. Ça cogite encore dans ma tête. Je veux pas trop vous en dire, si ce n'est que, voilà, si un peu d'homosexualité dans un film ne vous choque pas, et si vous êtes prêt à il pleut et j'ai envie d'être brisé émotionnellement, moi, c'est ce que je recherche dans du cinéma. Il y a un texte, il y a un sous-texte, il y a des choses que j'ai pas vu venir, il y a des choses qui me quitteront pas de sitôt. Donc, All of Us Strangers. C'est pas québécois, Merde. mais ça marche vraiment très 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 bien. Et c'est avec Paul Mescal, qui la même année a joué dans Gladiator 2. Voilà exactement, qui a joué dans Gladiator 2. Donc s'il y a un film à retenir de Paul Mescal cette année, c'est bien pour moi Sans jamais nous connaître ou All of Us Strangers. Mon top 5. Numéro 4. Numéro 4, il s'agit d'un petit film d'auteur dont personne n'a entendu parler. Il s'agit de Wicked. Il s'agit de Wicked, voilà, ça y est, c'est bon, j'ai fini de parler des films de merde là. Allez, c'est On bon. parle des gros budgets, c'est l'un des plus gros succès de l'année aux États-Unis, c'est un phénomène américain. Non, Wicked, écoutez, je rejoins ce qu'a dit Sid sur le sujet, je vais ajouter quelques trucs. C'est de bonne facture, c'est de bonne facture. À ce niveau-là, oui. En fait, c'est une comédie musicale. Les musiques sont bien parce que, enfin, comment dire, elles n'ont pas été créées pour le film, hein, ils ont fait que reprendre celle de la comédie musicale de Broadway. C'est une partie 1, c'est le seul reproche que j'ai à faire à ce film. Et en même temps, si vous avez envie de revoir un film classique Disney des années 90, mais qui se passerait à Poudlard, si vous aimez Disney des années 90, si vous aimez Harry Potter, Vous matchez. vous allez mater Wicked et vous allez adorer en fait. Ariana Grande, elle casse l'écran à chaque fois qu'elle est à l'image. Elle est géniale. J'avais des doutes les 5-10 premières minutes en mode qu'est-ce qu'ils veulent faire. La première musique pour moi est l'erreur du film. Mais dès qu'on a passé la première musique, surtout traduite en français, dès qu'on est à Poudlard, voilà, je vais lui dire comme ça, dès qu'on est à Poudlard, j'étais dedans. Les musiques, j'ai populaire dans ma tête depuis qu'on a vu le film et j'ai populaire dans ma tête depuis 2 mois. Et je ne m'en plains pas, j'adore ça. Non, les musiques sont vraiment bien, les décors sont incroyables je trouve, parce que ça arrive à mélanger du volontairement fantastique et du dur, on sent que c'est du dur, de manière assez cohérente. La mise en scène des musiques, alors, la mise en scène de certaines musiques. Wicked est que 4ème dans mon top parce qu'il y a vraiment des musiques où j'ai l'impression qu'on a la flemme, et il y a des musiques par contre où j'ai l'impression qu'on n'a pas la flemme. Il y a un moment un décor qui tourne sur lui-même avec des gens qui... Ça c'était magnifique. Et puis il y a un peu des moments où il y a un personnage qui court vers une falaise et on la filme elle et t'es en mode bon là t'avais rien à raconter visiblement. J'ai eu les larmes en plein milieu du film à un moment que j'ai trouvé d'une douceur incroyable. Bravo aux acteurs pour m'avoir eu sur une idée de base que je pensais vraiment pas aimer. Quand on avait parlé le week-end l'an dernier, j'étais en mode bon, on verra. Et en fait, si, c'est une des très 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 bonnes surprises. Un de mes films préférés cette année. J'ai envie de le revoir. En fait, c'est déjà un bon signe. J'ai envie de le revoir. J'ai vraiment envie de voir la suite. Donc, Wicked, c'était vraiment très bien. Et je ne peux que vous encourager, notamment, je parle de ma petite sœur encore une fois, d'aller voir Wicked. Ça va lui plaire, j'en suis certain. Nous revenons après la pub. Non, terminé. Rapide la pub. Donc, mon top 4. On reste côté français. Et c'est le carton français de l'année. Ok, je pensais que tu le mettrais dans ton top 3. Eh non. Les Sid, tu es en train de me dire que tu as 2 films français dans ton Eh ouais, c'est incroyable. Je refuse de croire que c'est... Incroyable. Donc, mon top 4, Le Comte de Monte-Cristo. Le film phare de cette année. Comme je disais, l'amour ouf, on sent une patte US. Là, on a un film d'action époque. Oh, mais on dirait qu'on dit époque. Époque. Donc, un film d'époque basé sur le livre d'Alexandre Dumas. Et c'est une réalisation incroyable. En termes de film français, j'en ai pas vu beaucoup, mais je pense pas avoir vu un film de ce niveau-là. Ils ont mis une réalisation incroyable, ils ont joué le jeu à fond. L'an dernier, on a pu comparer avec Les Trois Mousquetaires. Le Comte de Monte-Cristo est largement au-dessus.
On leur met une vitesse. Ah ouais, là, il regarde dans le rétro, il fait allez, salut connard. Pierre Ninet dedans, éblouissant, incroyable. Son jeu d'acteur, il est très très bon. Tous les personnages secondaires qui ont gravité autour, du coup, ils sont au niveau. L'acting dans ce film, très bonne facture. Les décors sont vraiment cool, très propres, très respectés. L'histoire, ça va être l'histoire du bouquin, peut-être un peu romancée par certains moments pour que ça passe en termes de film et que ça tienne sur un film de pareil, encore une fois, 2 heures et quelques. Oui, 2 heures, bien plus, ouais. Donc, faire tenir un gros bouquin sur un film de 2 heures et demie, il faut faire des coupes à des moments, il faut simplifier. Tout l'aspect de fin, ceux qui sont fans du roman vont peut-être pas kiffer parce que c'est pas du tout la même fin, la même histoire. Mais derrière, tout marche dans le film, tout s'allie à merveille. Les différents lieux, les différents paysages, les décors. La musique. Musique, On a un thème musical C'est reconnaissable dans un film français. Ouais. tout ça mis bout à bout, ça fait une super production. On a encore une fois un film qui va peut-être avoir une patte US dans le sens, on va mettre de la musique, on va mettre une ambiance sonore, on va mettre des bruitages à certains moments, là où un film français classique n'en mettrait pas. Et du coup, ça ferait juste des personnages dans une pièce, un moment critique, qui vont se parler, et la tension ne se fait juste que en termes de dialogue. Là, on va avoir la partie musicale derrière qui va accentuer, ce qui donne encore plus d'importance à la scène. Et voilà, sortie de là conquis, et c'est le carton de l'année en France. J'espère que ça t'a plu. Il y en a 7 de prévus. Non, c'est pas sur ça. On en parlait avec un ami, c'est avec Les Rois Maudits, mais c'est pas... Je sais, mais bon, en gros, c'est... Mais oui, mais s'ils font 7 films de cette facture-là, c'est feu. Et du coup, c'est de bon augure pour la littérature française, qui a quand même énormément de classiques et de romans reconnus dans le monde, de pouvoir se dire, si on arrive à... Là, on a adapté Les Trois Mousquetaires, on a adapté Le Comte de Monte-Cristo. Si on arrive à faire des films de ça. à faire des films d'une grosse qualité française, basés sur des romans qui sont reconnus mondialement à travers l'histoire, franchement, c'est parfait. C'est le top. De toute façon, c'est le succès français cette année après L'amour ouf, je trouve. Ouais. Et les deux sont vraiment mérités, je suis d'accord avec toi. Non, donc vraiment, on est aux petits oignons avec. On rentre dans le top 3. Mon top 3, je l'ai oublié. Donc, top 3. La planète des singes, le nouveau royaume. Ok. Je suis archi fan de la trilogie qu'il y a eu en année 2010 sur César, donc le singe qui, à travers 3 films, a monté son empire et sa légende. Donc ce film-là, on se base dans un monde encore plus apocalyptique où les humains n'existent quasiment plus. Et en fait, le monde est quasiment retourné à la nature. Et les singes, en plus de poids, et sont retournés à l'état libre, mais ils ont une conscience qui est quand même proche de celle des humains, à savoir faire des clans, à savoir faire pas mal d'outils. On retrouve au final un peu l'évolution qu'a pu avoir les humains au cours de l'histoire. Au tout début, l'invention du feu, des premiers outils, etc. Et donc, on arrive dans ce monde-là, et l'ambiance du film, j'ai adoré. Ça suit super bien avec la première trilogie. Les thématiques qui sont posées sont vraiment bien. Ça va être des clans de singes qui vont s'affronter, mais pas juste en guerre classique, non. C'est dominer, on va dire, la zone géographique où ils sont. Ouais, des rapports de force. Des rapports de force entre différents clans, entre différents personnages. Des clans qui sont plus forts que d'autres, donc forcément des guerres. D'autres qui veulent assouvir leurs ambitions comme un royaume ou un empire. Et vraiment, l'entièreté du film est vraiment bien. On suit un singe principal qui est un peu l'héritier de César. Toute sa métamorphose tout au long du film. Et vraiment, je suis sorti de là, j'étais en mode OK. Et je l'ai revu pas très longtemps après parce qu'il était vraiment bien. Un blockbuster qui utilise ses personnages pour poser des questions morales, Ouais. faire des dilemmes moraux à ses personnages, c'est quand même plutôt bien. Contrairement à un Fall Guy où ça va être de la comédie, ça va être léger. Il y a et pas ça, de dilemme moraux. il n'y a pas de dilemme, mais en fait, c'est l'entièreté du film qui fait que c'est bien. Là, on est dans un film un peu plus réfléchi, un peu plus profond, où on va poser des questions, mais c'est pas un film où il y a que ça. Il y a de l'action, la direction artistique, les effets spéciaux, ils sont incroyables. Déjà que la première trilogie, les effets spéciaux de singes sur les humains, elle était ouf. Là, c'est un niveau encore au-dessus, j'ai trouvé. Donc vraiment, c'est une réussite à la fois technologique et tout simplement en tant que film. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est mon top 3. Mon top 3 à moi. Je sais que j'ai dit j'arrêtais avec les petits films sortis de nulle part que personne n'a réagi, mais je suis obligé de parler de ce film. Et c'est clairement ce croix, et encore j'ai hésité à le mettre plus haut, mais je vais le mettre là. Hundreds of Beavers. Hundreds of Beavers est un film sur un trappeur au Canada qui se fait attaquer par des centaines de castors. C'est tout. Alors, c'est un film en noir et blanc.
c'est un film muet. Voilà, là j'ai perdu tout le monde. Restez. C'est un film Looney Tunes, Tom et Jerry. C'est Will Coyote et Bip Bip. C'est du slapstick, c'est-à-dire que, en gros, toutes vos attentes en termes de physique, tout est retourné. Il n'y a aucune cohérence, on va dire, dans ce film en termes de la physique. Mais c'est justement ça qui fait que c'est le film le plus drôle que j'ai vu cette année. Mais de loin, ce film dure un peu moins de 2 heures. Et il n'y a pas une seconde où il se passe pas une idée complètement folle. C'est un film qui est fauché, faussement fauché. Et donc les castors sont joués par des mecs en costume de castor. Mais je vous jure que c'est le film le plus marrant, le plus drôle que j'ai vu de cette année, et puis depuis vraiment longtemps. En plus, il y a tout un côté jeu vidéo dans ce jeu, totalement assumé. Enfin, en fait, comment dire, je n'arrive pas à retransmettre, là je sens qu'il n'arrive pas à vendre le film à quel point il est génial. Si vraiment vous êtes fan de Will Coyote et Bip Bip, de Tom et Jerry, des Looney Tunes, de Tex Avery, etc., c'est un film fait pour vous. Son aspect fauché renforce l'humour. Il y a une idée de mise en scène toutes les 5 secondes, qu'avec peu d'argent, ce qu'ils ont réussi à faire est incroyable. J'ai envie de voir des films comme ça toute ma vie, en fait, vraiment. Et c'est juste un trappeur qui va devoir s'en sortir, il va s'en sortir de mieux en mieux. Évidemment, malgré ce côté faussement fauché, il y a tout un message derrière, etc. Mais même si le message vous intéresse pas, je vous jure que rien que de voir de l'absurde à l'écran, aussi drôle, aussi marrant, avec aussi peu de moyens et autant d'idées pour le mettre en scène, il y a l'humour de répétition, il y a des récurrences, il y a de l'absurde, il y a des choses qui détournent les lois de la physique pour faire rire, tout est au service du fun dans ce film. On dit souvent, on débranche notre cerveau et on kiffe des films. Je pense que c'est ce genre de film-là qui nous prend pas pour un con, qui est au contraire très intelligent, qui, si on s'intéresse un peu à comment on peut faire des films, est aussi très intéressant à regarder, je trouve. Mais mon meilleur argument, c'est que vous allez forcément, si vous êtes sensible à ce genre d'humour absurde, vous allez forcément rigoler. C'est le film le plus drôle de cette année. C'est un film qui n'est pas assez reconnu, je pense, donc j'en profite, je le mets à mon top 3. Hundreds of Beavers. C'est de la bonne, allez, c'est de la bonne, allez. Ah, mais quand je te l'ai récupéré, j'ai regardé la bande-annonce. Juste la bande-annonce, c'est n'importe quoi. Mais du coup, ça donne envie de le voir. Mais vraiment, juste regardez la bande-annonce et ça vous donnera le temps de savoir si vous voulez le voir ou pas. En fait, c'est pas un n'importe quoi qui peut saouler parce que on te balance des trucs à l'écran et c'est chiant, etc. Non, c'est vraiment juste une succession de gags qui, au fur et à mesure, construisent une histoire et à la fin, on se rend compte qu'en fait, ça avait vraiment une structure qu'on ne supposait pas. Donc voilà, je ne peux que vous recommander Hundreds of Beavers, qui n'est pas traduit, et le film n'existe pas en français, mais je vous jure qu'il y a... s'il est muet, il est pas où. Il y a 3 moments où les personnages parlent, et sinon ils parlent avec des... Enfin, ils se font comprendre. Tout est visuel dans ce film, et voilà, encore une fois, on parle de film. Ouais, bah c'est... Le film, c'est vraiment visuel, c'est pour moi l'archétype de ce que devrait être un film, et il y a 2 dialogues en anglais que vous comprendrez même si vous êtes la pire des billes en anglais, parce que c'est juste « je m'appelle machin voilà. On verra ça si je les comprends. Mais non, il faut que tu vois celui-là, il faut que tu... Ah, bah c'est assez prévu. Mon top 2. Eh bien, mon top 2, c'est L'amour court. Effectivement. Ce film est une photographie d'une époque. Il peut parler aussi bien, je pense, à notre génération qu'à la génération de nos parents. Ce qui est le cas. On commence à arriver où on fait des films sur la jeunesse de personnages dans les années 90. Alors nous, on est des enfants des années 90, mais plutôt des enfants des années 2000, parce qu'en fait, quand on avait vraiment 10 ans, c'était les années 2000. Mais je commence à voir un peu cette époque des années 90 comme quelque chose que j'ai un peu connu. Et je trouve qu'il arrive à mettre en image une société, un état d'esprit, il arrive vraiment à le retrouver. Les acteurs sont incroyables dans ce film. Alain Chabat est incroyable dans ce film, cœur sur lui. Il y a de l'ambition, on le voit dès que le film commence, la manière dont le titre apparaît à l'écran. J'étais en mode, ok, visiblement, là, t'as des ambitions, et les ambitions sont réussies. C'est un film fleuve, c'est-à-dire qu'on prend des personnages jeunes et on les suit jusqu'à ce qu'ils soient adultes. C'est un destin tragique, c'est une histoire d'amour avec des actes manqués, avec des décisions. Un peu un film très scorsésien, je trouve, c'est ce que j'ai disais en sortant de la séance. Avec ces parcours de personnages, ça m'a beaucoup fait penser à Les Infiltrés, Les Affranchis ou plutôt Casino. Le film sait être violent quand il faut, le film est touchant quand il faut, il n'a pas honte d'aborder des personnages qui sont vraiment vraiment des connards. Voilà, j'ai cru à cette histoire. Il fait 2h40, je les ai pas vus passer. Donc L'amour ouf, je pense que vous en avez entendu parler, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Si vous l'avez pas vu, et là je parle notamment, cette fois-ci je m'adresse à ma mère, voilà, comme ça j'aurais fait quasiment tout le monde.
Si vous ne l'avez pas vu, je ne peux que vous le conseiller. Et puis, on est content parce que moi, Le Grand Bain, j'avais déjà adoré. Là, il fait L'Amour Rouge, donc Gilles Lelouch derrière la caméra. C'est vraiment très bien. Il a réussi, comme tu dis, à trouver des acteurs enfants convaincants. Il aborde même certains thèmes avec les enfants. Je pensais pas qu'il irait jusque-là, mais il y va et ça crédibilise l'histoire d'amour. Donc vraiment, je me suis pris une claque. Je pense que c'était une de mes plus grosses claques au cinéma parce que beaucoup des films que j'ai mis dans mon top, je les ai vus hors cinéma. Mais là, je suis sorti du cinéma, j'étais en mode waouh. Waouh, qu'est-ce que je viens de me prendre? Waouh. Donc, top 2. Top 2, tout simplement, en fait. Eh oui. Tout simplement. Un film français dans mon top 3 et à la deuxième place. C'est beau, c'est beau. Il est pas troisième. Et on va faire ton top 2. Ouais, lui, peut-être... Attends. Peut-être il peut te surprendre, mais à voir. Déjà que t'es mis top 3 la planète des singes, je pensais qu'il serait dans le haut et que Fall Guy serait plus bas. Enfin, je pensais que Fall Guy serait plus haut. En gros, je Ouais, pensais dans ma tête, je pensais que... voilà. Et donc, du coup, vas-y, je suis curieux. Mon top 2 sera Deadpool et Wolverine. Ouais, ok. Évidemment. Ah oui. Non, mais franchement, ok. Franchement, ok. Voilà, ce film est génial. Du début à la fin, tout est génial. C'est une ode au personnage de Deadpool qui est très, dans les comics, très quatrième mur, s'adresser directement au lecteur, essayer de faire le plus de conneries possible, le plus de blagues possible dans des situations qui vont être plus ou moins critiques. Mais en même temps, il a un background, il a un passé. Des choses à dire. Donc c'est le troisième de la série des Deadpool. Le 1 l'amorçait un peu, mais n'avait pas tous les droits Sony et Marvel. Ouais, Donc il était ouais. très très bridé. Ryan Reynolds porte le projet depuis plus d'une dizaine d'années. Il est fan du personnage, il voulait le mettre à l'écran. Avec le 1, il a très bien réussi. Le 2, on lui a donné un peu plus de budget et on a un peu ouvert les vannes en disant bon, t'as droit à certains trucs, mais pas trop. Le 2 est moins bien. Un de ces films détestés aux C'est l'homme de tiers. Donc le 2 Et au moins, il avait les moyens de... Voilà, il a réussi à mettre son ambition un peu plus. Et là, pour ce troisième, on lui a dit ok, t'as open bar, fais-toi plaisir. Ouais, Et en fait, le film est open bar. Que ça soit, si on est fan de l'univers Marvel depuis le début, on va dire cinématiquement. Ouais, fan des super-héros, du cinéma de super-héros en général. Et donc du coup, ça envoie. Il y a des références à des vieux films fin 90, début 2000. Il arrive à récupérer des films donc, de super-héros Marvel de fin 90, début 2000, à les intégrer de manière humoristique. L'interaction entre Ryan Reynolds et Hugh Jackman est incroyable. S'il a réussi à faire revenir Hugh Jackman en Wolverine... C'est ça, parce qu'on sort d'un Logan, un film incroyable qui marquait la fin du personnage de Wolverine. Et là, hop, vas-y, on refait revenir Wolverine pour un film vraiment comédie pure. Et c'est pas décevant. Et voilà, c'est pas décevant. Ils reviennent avec de l'ambition. Le film est écrit, chaque phrase prononcée par le personnage est géniale. Toutes les situations sont drôles, sont comiques. Il y a plein de moments où on va se dire ah bah ok, ça se base là-dessus, mais en fait pas du tout. Et ça contrebalance, du coup ça crée un petit décalage et c'est génial. Vraiment le film, on sort de là, mais en fait pour les gens qui aiment cet univers-là, on peut pas être déçu. Ouais, je pense que c'est le premier vrai film Deadpool qui arrive à être ce qu'il aurait dû être depuis. Ouais, c'est ça. Il a enfin eu l'argent et l'ouverture pour tout. Liberté dans l'écriture. Voilà, la liberté de ses ambitions. Et c'est bon, en fait. Là, il a réussi son personnage. Il voulait l'adapter, il voulait se faire ce film. Il a enfin réussi à le faire. Et c'est une réussite totale. Ah, je te rejoins. Ouais, c'est mon top 1. Non, c'est pas vrai. Ça aurait été beau, ça aurait été beau. Non, de toute façon, je vais vous dire un truc très simple. Un critère d'objectivité ultime pour savoir si ce film est bien ou pas. Il y a une musique d'Avril Lavigne dans la bande-son. La scène d'intro est incroyable. Il y a une musique d'Avril Lavigne dans la BO de ce film, donc ça y est, en fait, je suis désolé. Voilà, du coup, Deadpool X Wolverine. C'était vraiment bien. Si vous l'avez pas vu et que vous voulez vraiment vous éclater, allez-y. Le seul film Marvel de cette année, mais un des meilleurs Marvel depuis longtemps. Depuis Endgame. Je pense, ouais. Vraiment depuis Endgame. Le seul qui m'a vraiment amusé depuis Endgame. Ouais. Il rentre pas dans l'histoire du MCU dans le sens apporter une plus-value, avoir peut-être s'il intègre, mais là, c'est comme on se dit, bah, le MCU, faites d'autres films à côté, ben en fait, il est mieux que les films des 6 dernières années du MCU, c'est tout. Donc voilà. Alors, avant d'attaquer les top 1, on va faire rapidement de quelques mentions honorables des films qui étaient si proches de rejoindre ce top. Mais pourtant, si loin. Vas-y, commence. Eh bien, en premier, Blink Twice. Blink Twice, qui est un film horrifique, enfin, comment dire, pas horrifique. Thriller, qui prend aux tripes et qui parle de thématiques vraiment très dures et qui n'hésite pas à en parler jusqu'au bout. Un film profondément féministe, mais qui a des choses à dire et qui les dit. Voilà, je viens de dire 2 fois la même chose, mais je répète, voilà, attention, parce que le film est quand même pas pour tout le monde. Voilà, si vous aimez pas ça, j'ai trouvé ça très très bien. Pas suffisant pour moi pour être dans mon top 7 parce que
C'est une expérience de cette année. Clairement, il a marqué mon année, mais pas au point pas autant que les films dont j'ai parlé précédemment. Ça fait plaisir de voir Channing Tatum dans ce rôle un peu à contre-emploi de ce qu'on le voit généralement, puisqu'il a vraiment une gueule de good guy. Ah ouais, non, très très bon film. Ensuite, je voudrais parler de Dali, et je prononce Dali volontairement. C'est le nouveau film de Quentin Dupieux qui était mon top 2 de l'an dernier avec Yannick, qui fait un film centré sur Dali, mais qui n'est pas une bio. Pas une biographie de Dali, voilà, c'est ça, c'est juste, je vous le pitch. Il y a 5 acteurs différents qui jouent Dali, et tous cohabitent. Ils jouent tous Dali, mais c'est juste joué par 5 personnages différents en fonction de ce dont il a besoin de dire dans la scène. Il y a Gilles Lelouch, il y a Jonathan Cohen, il y a... Putain, j'ai plus les autres. Là, en gros, ils sont tous formidables à leur manière. Le film dure comme un film de Quentin Dupieux, 1h30, même 1h20. Vous savez que vous en avez pour votre... voilà. Il arrive à reproduire en même temps des peintures de Dali et les intégrer dans des décors. Ce personnage traverse cet univers complètement déconnecté, on le suit. Moi, je conseille Dali, évidemment, à ma mère. Voilà, comme ça, je continue les reproductions. Ah vraiment, le forcing familial, il est présent. Voilà, hein. je fais cette vidéo pour ma famille, en fait, j'en ai rien à foutre de tous les autres. Quentin Dupieux est un cinéma très souvent de l'absurde. Yannick, que j'ai mis l'an dernier, était probablement son film le plus terre-à-terre. C'est peut-être une porte d'entrée dans son cinéma, mais Mandibule, Le Dain, Au Poste, tout ça, c'est des films profondément absurdes. Et quoi de mieux qu'un film sur Dali pour parler de l'absurde, puisque, évidemment, vous le savez, c'était un peintre qui ne peignait pas du réalisme. Et donc, en fait, il s'approprie le personnage pour mettre du surréalisme dans son film. Il y a des moments où j'étais en mode waouh, putain, wow, genre j'étais en train de m'amuser devant le film en mode putain, film a eu, bravo, machin, voilà. Ok. Et dernier petit film rapidement, Look Back, un petit film d'animation japonais. Il fait 1 heure. Alors cette fois-ci, est-ce qu'on peut vraiment parler de long métrage? Je ne sais pas. Qui m'a parlé parce que ça parle de sa dévotion au travail. Évidemment, c'est un film japonais, donc si tu crèves pas à la tâche, si tu ne te suicides pas pour travailler, tu n'es pas digne d'exister, mais ça parle de relations entre 2 personnes qui travaillent ensemble sur un projet commun, de la place de chacun. Look Back, c'est 1 heure qui n'est pas toujours impressionnante, on va dire, en termes d'animation, mais qui se permet quand même des folies en termes de mise en scène et on va tenter tel mouvement de caméra, entre guillemets, tel mouvement d'animation. Oui, c'est touchant, c'est touchant. C'est pas aussi touchant que les autres films, mais pour 1 heure de votre temps, Look Back raconte quelque chose et se coupe pas de votre gueule. Voilà, c'est pas le film de l'année, mais c'était très bien. Une bonne pause midi. Voilà, exactement. Ok. Quelles sont tes mentions honorables? En fait, j'y pensais, mais tu m'as précédé pour Blink Twice. C'est pareil, même ressenti, très très bon film, très bon thriller, qui n'hésite pas à aller profond et violent. Voilà. En deuxième, quand même, un petit Godzilla Minus One. Film produit au Japon, avec que des Japonais. Un Godzilla japonais, quoi. Voilà, pas comme Godzilla X Kong, les... qui a failli dans les flops. Dans les flops. Je spoil, il y est pas, mais il a failli. Hein. Ça se passe dans le Japon d'après-guerre, dans les années 1950. Il a un petit budget, on va dire, pour un blockbuster, mais tout l'argent est mis dans le Godzilla. Clairement, le Godzilla qu'ils ont fait pour ce film est vraiment mémorable. Pareil, l'ambiance musicale elles sont incroyables. Elles sont super bien. Le Godzilla est vraiment bien. Mais enfin, Sid, c'est un drame social japonais. Ouais, mais c'est un Godzilla. Godzilla. C'est un drame avec un gros lézard. Il y a un gros lézard qui détruit tout. Mais non, ouais, celui-là vraiment m'avait marqué. Et en troisième, je mettrais Tout sauf toi. Ah oui. Putain, je pensais qu'il serait dans ton top. Hein. Ouais, mais il est au bord du top. Vraiment, j'ai rigolé du début à la fin. Ah, il est vraiment bien. L'alchimie entre Sydney Sweeney et Glenn Powell est vraiment incroyable. Donc ouais, petite comédie qui passe bien, qui est vraiment bien marrante et qui marche bien. Ouais. Puis les deux sont beaux gosses. Ouais, les deux matchs. Les deux matchs à l'écran. Ken et Barbie, franchement, ouais. Mais voilà. On va pouvoir attaquer le top 1, et bon, je pense que le suspense est mort, puisque si on n'en a pas parlé tous les deux, c'est que je pense qu'on a le même film. Oh oui. Je pense qu'on peut faire un top 1 commun, je pense. T'es sûr? Ouais, je Ouais, pense. vas-y, alors attends, je lance le premier. Vas-y. Donc, mon top 1 sera Venom 3. Ah merde. C'est exactement le même que le mien. C'est dommage. Non, fais pas Écoutez. notre top 1. Non, mais vraiment. Ah oui? Ah, vraiment? Quoi? Non, tu te fous de ma gueule. Bien sûr, Venom 3, il est dans mon cœur. J'ai pas arrêté de rigoler une seule seconde devant. Attends, je sais toujours pas si tu me trolles ou pas. Tu me trolles, c'est pas Venom 3. Non, c'est le troll, tu me trolles. J'ai marché, je reconnais, mais là... Voilà, j'ai réussi à l'avoir.
Non, mais Venom 3, il est proche du top et Pas dans les mentions honorables. il n'est pas dans mention d'Europe parce que je reconnais certains problèmes avec le film. Grand seigneur, je reconnais que le film est à chier. C'est le genre de film que j'adore. Attends, parle pas de Venom, quel est ton top? Non, mais j'ai le droit d'en parler, attends. Allez, ta mention honorable numéro 4. Ah, j'ai le droit d'en parler. Non, voilà, c'est un film, objectivement, c'est pas bien. Mais le problème, c'est que je suis client de ce genre de truc. L'humour. Voilà, mais clairement, l'humour débile dans le film. J'ai pas arrêté de rigoler une seule seconde devant le film parce que ça marche sur moi et c'est ça le problème. Voilà, je peux arrêter de troller, donc notre top 1. C'est Dune 2. Notre top, techniquement, on a déjà fait une vidéo. Oui, on a fait une vidéo dessus, mais bon, ça nous permet d'en parler maintenant, quasiment un an après, en fait. Oui, régisseur. Non, je suis étonné, je pensais que le top 1 c'était Gladiator 2. Ah. Quel film de quel ça? Ah non, c'est Joker 2, évidemment, on peut se tout. La comédie musicale, à Bordeaux. Vice versa, qui se souvient que Vice versa? Dune 2, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas déjà dit dans notre vidéo? Maintenant, on est un peu moins à chaud, on peut en parler. J'ai hésité à le mettre top 1 parce que justement, il s'est passé un an et finalement, il y a des films que j'ai vus plus récemment qui prenaient la place. Et en réfléchissant bien, je me dis, non, c'est quand même, souviens-toi de l'état d'esprit dans lequel t'étais quand t'es allé voir ce film. J'ai parlé de ce film tout au long de l'année avec plein de gens. On est tous d'accord que c'était un bon film. Peut-être que subjectivement, j'en viens à préférer certains films parce que là, tout de suite, immédiatement, j'ai pas une envie folle de revoir Dune 2. Mais d'un autre côté, je dois reconnaître qu'objectivement, et même subjectivement, je veux dire, s'il n'est pas premier, il est alors deuxième, tu vois. C'est que c'était vraiment bien. Il y a une ambiance dans ces films, la réalisation est au poil, les acteurs sont géniaux. Paul peut être ce méchant qui tourne vers le fascisme, qui soulève des foules. Enfin, Timothée Chalamet, quand La scène dans le scène souterraine où il fait son discours. J'étais scotché à mon siège, j'étais en mode putain, waouh, ok, d'accord. Wow. Le seul reproche que j'aurais, c'est effectivement la fin du film qui a l'air un peu rushée, la bataille en gros avec les Harkonnen qui est pas peut-être aussi lisible. D'un coup, il débarque dans la salle du trône, je sais pas trop pourquoi, mais quand je repense à la scène de l'arène, avec ce travail sur l'image, justement, on enlève les couleurs, et puis d'un coup, tu reviens sur Arrakis et tu te prends un jaune dans la gueule. Lisan al-Khaïf, on en rigole depuis un an, enfin, c'est voilà. C'est qu'il y a une raison. C'est l'œuvre culturelle la plus marquante de cette année, et c'est pas pour rien, parce que ça me mérite. En termes d'acting, de réal, de mise en scène, de rythme aussi, parce que le film est long, et en même temps, il ne l'est pas vraiment. Voilà, j'avais quelques petits reproches que j'ai toujours dans la vidéo. Je disais qu'il y a peut-être un manque peut-être de gigantisme que je retrouve pas par rapport au 1, mais Dune 2... Ah, mais blockbuster de l'année. Film de l'année, comme on mettait sur notre vignette il y a de ça maintenant un an, et en fait, oui. Ah, mais vraiment, blockbuster, vraiment, qui était attendu, et beaucoup de gens s'attendaient à ce que ça soit grandiose, et c'était le cas. On se dit, bon, le 1 nous a tellement marqué, on s'attend à quelque chose de grandiose avec le 2, on n'a pas été déçus. On sort de là, on se dit, ok, c'est bon. Les deux films côte à côte, ça peut être des soirées cinéma, comme les gens se refont la trilogie du Seigneur. Ah, mais clairement. On peut se dire, on se mate les deux Dunes, et vraiment, tu passes... Ouais, et donc, les deux films s'imposent, les deux côte à côte. Vraiment, voilà, ça va faire peut-être 5 heures, l'ensemble des deux, mais on a une histoire maîtrisée du début à la fin. Ouais, puis Zendaya était vraiment bien dans le film. Elle était bien dans Challengers aussi, un film dont on reparlera, mais en tant que Shani, et à la fin, son regard, quand elle voit comprend ce que Paul devient et fait, vraiment, j'étais... j'ai tout est... Ouais. C'est presque pas trop parfait, mais c'est difficile de faire la fine bouche face à de tels produits. On vous renvoie vers notre vidéo Dune, qui est d'ailleurs la vidéo qui est la plus vue de la chaîne de cette année. Alors c'est pas original de mettre Dune en top, tous les deux en plus. Ah, mais bon. Vous avez bien vu que tout le reste du top est complètement hétéroclite, on n'a pas un seul film en commun, je crois. C'est l'amour ouf. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, voilà. Tu vois un film qui est une réussite totale, ouais, tu veux pas dire non, je vais pas le mettre parce que c'est cliché de le mettre en premier, non. Il mérite sa place. L'an dernier, le film dont tout le monde parlait, Oppenheimer, et au final a été mon top 1, mais ne l'était pas du tout toi. Non, parce que moi j'ai pas accroché. Et au final, le film dont tout le monde parlait aussi l'an dernier, qui a marqué, c'est Barbie, était ton top 1, et moi je n'en avais pas parlé. Ça veut quand même bien dire que Dune 2, là, il a réussi à nous mettre d'accord. Alors, vous voyez bien quand même, il n'aime pas vraiment le même cinéma, donc là, rien de plus à rajouter. Je pense de toute façon que tous ceux qui voulaient le voir l'ont déjà vu. Vous pouvez peut-être trouver que c'est pour vous pas votre meilleur film, pour nous ça l'est, et c'était mérité. Mais tout ça, c'était des bons films. Là, on s'amusait. On avait de la joie, les yeux qui pétillent. Maintenant, on peut en reparler d'autres films. Les films qui nous ont déçus et les films qui ne sont pas bien, tout simplement. On se retrouvera pour la deuxième vidéo des flops très bientôt. En attendant, si cette vidéo vous a plu et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas bien évidemment à la partager. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Blue Sky. J'ai créé un compte Blue Sky, fuck Elon Musk, donc on va se barrer de Twitter évidemment. Mais en tout cas, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez.
N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire quels sont vos films préférés, votre top. Certains potes m'ont l'avait déjà dit, je pense à toi Mathieu, et tu viens voir qu'il n'y a quasiment aucun film dont tu parlais. Mais voilà, c'est toujours intéressant pour avoir un débat, et puis c'est pas parce que vos films ne sont pas dans nos tops qu'ils sont moins bons. Les films qui m'avaient cité par exemple, c'était Conclave, effectivement c'est un très bon film. À un moment, il faut faire un choix, 7 films c'est peu, et puis on n'a pas tous vu le même cinéma. Donc, en attendant, pour la prochaine vidéo, on se reverra quand on se reverra. Et salut à tous!